Nos prochains intervenants représentent l'entreprise Tuglic Énergie. M. Pierre Rivard en est le président. M. Laurent Abatiello est directeur des finances. Messieurs. Messieurs les commissaires, Tuglic Énergie et ses partenaires, au nombre desquels on compte Gaz Métro, de développement durable sur la côte nord du Saint-Laurent et dans le Golfe et dans le grand nord du Québec, incluant le Nunavik. Les solutions novatrices que nous mettons en place aujourd'hui, avec l'appui de nos partenaires et clients, visent à favoriser les conditions économiques propices au développement des régions, au développement des communautés isolées ou mal raccordées au réseau gazier et électrique d'État, de même que aider les entreprises qui y œuvrent. En particulier, nous allons développer le jumelage éolien micro-GNL comme solution à court terme pour le remplacement du diesel et du mazout lourd pour la production de chaleur et d'électricité pour les régions éloignées. Une analyse récente du Conference Board du Canada, appuyée par une étude de KPMG-Secor commandée par TransCanada et Tuglic, prévoit que le PIB du secteur minier du nord du Québec va dépasser le milliard de dollars en 2016, ce qui représente une croissance annuelle de 14 %, qui est bien supérieure à la croissance de toute autre région du Québec. D'autre part, d'autres études ont montré une corrélation directe entre le développement minier du Grand Nord et la croissance de la population nordique qui vient s'y greffer. Cette croissance entraîne forcément une augmentation des besoins en énergie nécessaires au développement des activités industrielles et communautaires locales. Nos études démontrent que cette forte croissance du PIB va significativement accroître la demande en énergie dans le nord du Québec, région qui est déjà la plus grande consommatrice de diesel parmi toutes les autres juridictions nordiques canadiennes. Cette consommation accrue du diesel est également située dans un des environnements les plus fragiles de la planète, où le taux de réchauffement climatique est 2 fois supérieur à celui du Sud. Les études indiquent également que l'exploitation des ressources naturelles du Québec entraîne la consommation de 390 millions de litres de diesel par année, et ce, sur un vaste territoire avec pas ou peu d'alternatives au pétrole. Alors, je répète, le chiffre, c'est 390 millions de litres de diesel annuellement. Incidemment, le coût moyen de production électrique des réseaux autonomes du Nord est 5 fois plus élevé que celui de l'hydroélectricité du Sud, entre 40 et 70 cents du kilowattheure comparativement à moins de 10 cents du kilowattheure pour le Sud. Les coûts d'énergie représentent, soit dit, le deuxième plus grand frais d'exploitation d'une minière, immédiatement derrière les coûts de main-d'œuvre, qui est considéré que l'on souhaite incompressible dans le cadre d'efforts de préservation de la compétitivité de nos industries. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le jumelage éolien micro-GNL? Par ce jumelage éolien micro-GNL, on entend d'utiliser l'énergie éolienne autant que possible pour tous les besoins électriques et de coupler cette énergie éolienne au GNL, au gaz naturel liquéfié, pour les besoins calorifiques. Le GNL peut être plus facilement transporté pour les besoins de chaleur et la production électrique de remplacement lorsqu'il n'y a pas de vent. Dans ce contexte, le gaz offre la solution la plus propre et la moins chère du marché, et le jumelage éolien micro-GNL proposé permet d'atteindre une moyenne pondérée des coûts d'énergie inférieure à celle atteignable par le diesel seul. Incidemment, Tuglic et ses partenaires travaillent en ce moment même avec la mine Raglan au Nunavik à la construction d'un projet pilote éolien visant, pour la première fois au monde, à la mise en œuvre de technologies permettant de viser une très haute pénétration éolienne, notamment 40 % de l'énergie consommée à la mine au lieu de 15 % en général. Donc, notre expérience nous permet de dire, sans équivoque, que la production d'électricité renouvelable
rentable financièrement à 25 cents du kilowattheure, est possible. Et ceci représente une réduction de coût de plus de 60 % par rapport à la génération à base de diesel, qui peut se situer entre 35 et 50 cents du kilowattheure pour des clients industriels dans le territoire. Tel qu'illustre cette carte présentement montrée, les sites miniers et les communautés éloignées se situent majoritairement dans des régions à fort potentiel éolien. La nature des gisements de minéraux au Québec fait en sorte que les sites miniers chevauchent généralement d'excellents potentiels éoliens, parmi les meilleurs au monde, selon nos constatations. Dans des sites éloignés où le climat est plus rigoureux, mais où les potentiels de vent inégalés compensent largement les défis techniques d'exploitation et les frais élevés d'installation, et ce, sans subvention tarifaire conventionnelle. À titre d'exemple, la mine diamantaire de Diavik de Rio Tinto, au territoire du Nord-Ouest canadien, estime épargner 6 à 8 millions annuellement grâce à l'énergie éolienne récemment installée sur leur site minier. Tuglik et ses partenaires et ses clients travaillent en ce moment même à implanter des parcs éoliens similaires dans le nord du Québec. Ces graphiques illustrent que le jumelage éolien micro-GNL permet d'assurer un avantage de coût prévisible et soutenable à long terme. L'évolution des prix au marché depuis 2008 a vu le prix du gaz naturel se découpler de celui du pétrole de façon significative. Et la plupart des scénarios de la Energy Information Administration des États-Unis ou de la International Energy Agency s'accordent pour prévoir que le prix du gaz naturel restera bien en deçà de celui du pétrole pour les 20 prochaines années, dû à plusieurs facteurs géopolitiques nord-américains et globaux. De façon similaire, le coût nivelé de l'éolien demeurera bien en dessous des coûts nivelés de l'électricité produite à partir du diesel, comme le montre ce graphique de comparaison. Le jumelage éolien micro-GNL permet également des gains environnementaux très significatifs, réduisant les gaz à effet de serre de 25 % par rapport au diesel et éliminant presque complètement les nanoparticules, le smog, les oxydes de soufre et d'azote. On parle donc ici de réductions pouvant aller à plusieurs dizaines de millions de tonnes de CO2 sur 20 ans. Donc, plusieurs dizaines de millions de tonnes de CO2 sur 20 ans pour les sites du territoire considéré. De plus, l'éolien micro-GNL ne présente aucun risque d'épanchement maritime ou terrestre, ce qui vient en aide à l'acceptation sociale des projets miniers dans le Grand Nord. Ces avantages économiques, environnementaux et sociaux augmenteront significativement la compétitivité des minières québécoises, les rendant moins susceptibles aux fluctuations du pétrole et à la réglementation reliée aux grands pollueurs par émission de carbone. Alors donc, pourquoi une telle diversification n'a-t-elle pas encore vu le jour, étant donné les avantages qu'elle représente? Eh bien, c'est parce que les hauts frais fixes et les engagements à long terme qu'elle requiert des minières ne sont pas à la mesure des capacités individuelles des minières présentement, même si collectivement, elles pourront en bénéficier grandement. Le capital leur est devenu difficile d'accès et elles doivent investir ce capital limité dans leur activité principale, soit la prospection, l'extraction, la transformation, le transport, et non pas sur les infrastructures énergétiques. De plus, chaque minière, aussi grande soit-elle, ne consomme pas suffisamment d'énergie à elle seule pour justifier l'implantation d'une chaîne d'approvisionnement GNL. Finalement, la réglementation ne permet pas de faire affaire pour les minières avec des tierces parties qui pourraient regrouper la demande à une masse critique suffisante pour justifier la mise en place d'infrastructures communes à une ou plusieurs minières. Il presse donc de trouver des solutions innovatrices mieux adaptées aux besoins des minières, solutions qui pourront être utilisées pour les communautés et collectivités du Nord également. À titre d'exemple, encore une fois, la Norvège, depuis 5 ans, a accompli une expérience concluante pour la région de la Scandinavie pour la micro-GNL. Le transport par voie maritime du GNL a permis à la Norvège et à la Scandinavie de diversifier les sources d'énergie dans des lieux où un raccordement au réseau gazier et électrique conventionnel n'est pas envisageable en raison de la distance ou de la géographie. Comme en Europe, l'implantation d'une infrastructure énergétique de prochaine génération nécessitera un appui gouvernemental durant les 4 à 6 années de transition. Les 3 critères pour justifier un appui gouvernemental au jumelage éolien micro-GNL sont donc les suivants. Numéro 1, efficacité énergétique qui permet une hausse de la compétitivité du secteur minier québécois. Numéro 2,
diminution des impacts gouvernementaux. Numéro 3, développement durable des communautés et impacts sociaux positifs. En conclusion? En conclusion, les 4 principales propositions de Tughlik sont les suivantes. Nous proposons un programme d'aide à la conversion en utilisant déjà les programmes existants d'aide à l'efficacité énergétique, spécifiquement liés au remplacement des hydrocarbures lourds. Deuxièmement, nous proposons une orientation des réseaux autonomes en faveur du GNL pour intégrer le GNL dans les politiques d'indépendance énergétique du Québec. Troisièmement, nous proposons un accès aux fonds verts et fonds d'hydrocarbures en appui au développement de solutions novatrices mieux adaptées aux besoins énergétiques du Québec dans le Nord, notamment pour les minières. Quatrièmement, nous proposons un allègement réglementaire pour permettre le développement de solutions adaptées aux besoins spécifiques des clientèles mal ou non desservies par les utilités gouvernementales. Alors, cette présentation et mémoire a été rédigée en collaboration avec nos partenaires et clients, de même qu'avec l'aide de KPMG Secor, à la demande de Tughlik. Merci, monsieur. Merci. Merci. Une des questions qui me vient en vous entendant relativement aux mines, ce que je comprends, c'est que les mines, c'est toujours un projet qui est incertain dans le temps. Si je comprends bien la logique qui a été présentée dans d'autres mémoires, c'est que la raison pour laquelle, par exemple, il n'y a pas facilement une ligne de transport d'électricité pour telle ou telle mine, c'est que la mine, elle ne veut pas s'engager qu'elle va être en activité pendant 3 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et je suppose que la même logique devrait s'appliquer en ce qui concerne l'implantation d'une éolienne, parce que aller implanter une éolienne qui serait susceptible de ne plus servir à rien qu'à 5 ans après, en tout cas, il y a un risque important. Je comprends la logique pour un village qui va sans doute être là longtemps, mais une mine, ça me semble incertain. Dans le cas des mines, on peut avoir des périodes de recouvrement bien en dessous de la durée de vie de certaines mines. On ne parle pas ici des petites mines d'exploration, mais des mines parmi les 5 plus grandes au monde. Les compagnies minières qui s'implantent, normalement, ont des projets qui vont durer jusqu'à 20-25 ans pour la plupart des grosses mines principales. Ces mines-là, à elles seules, peuvent consommer plus que les 14 villages combinés du Nunavut. Alors, il faut aller où est-ce qu'on fait une différence au niveau de la consommation diesel. Et puis, Raglan, entre autres, est le plus grand consommateur de diesel dans l'Arctique. Sa consommation est 3 fois celui des 14 villages inuits combinés. Alors, à ce moment-là, il faut voir une solution qui soit à l'échelle adaptée de ces grands consommateurs, et c'est ce qu'on vise présentement. Deux questions. Mon collègue avait un commentaire à rajouter. Juste sur le premier projet éolien qui est en cours de construction en ce moment, on a un engagement de 20 ans de la part de Glencore, Mines Raglan. Donc, pourquoi vous appelez ça micro-GNL? Oui, c'est une bonne question. C'est qu'on se distingue complètement des projets Arabasca ou Gros Kakuna, dans le sens que le micro-GNL, c'est 1/10 de l'échelle des bateaux et des terminaux qui sont le cas pour les exportations et importations de GNL. Alors, à 1/10 de l'échelle, c'est une nouvelle technologie qui s'est développée dans les 5 dernières années, primordialement en Norvège, mais qui est très applicable ici. Et à ces échelles-là, il est possible de rentabiliser une demande de GNL qui serait normalement insuffisante pour les grands bateaux, les grands gabarits de GNL. Donc, par exemple, là, il y avait Gaz Métro qui est venu la semaine dernière à Sept-Îles nous dire qu'à Sept-Îles, il n'y avait pas assez de demandes pour mettre un port méthanier et qu'ils prévoyaient envoyer ça par camion. Mais vous dites qu'il y aurait moyen de faire ça par bateau, là. En fait, la desserte par camion pour cette île fonctionne très bien quand on parle par exemple de desservir l'usine de boltage d'ArcelorMittal. Mais si on parle aussi de desservir toutes les mines qui, elles, sont reliées par chemin de fer au départ de cette île ou de Port-Cartier, là on parle d'un train de camions qu'il va falloir mettre sur la route qui va peut-être représenter 50, 60 camions par jour pour être capable de desservir ces zones minières. La desserte maritime de GNL, qui est aussi une option, et qui est celle que nous préconisons. D'ailleurs, on travaille avec Gaz Métro sur cette desserte maritime. Elle permet de livrer de beaucoup plus grosses quantités, de les stocker localement dans un Donc village. même micro, ça reste assez gros, là. Ça reste assez gros. Ça reste suffisant pour alimenter toutes les communautés du nord du Québec et toutes les mines qui opèrent dans le nord du Québec et dans le Nunavik. Donc, les investissements que vous demandez, c'est pourquoi? Pour le port méthanier à Sept-Îles
et quelque chose ailleurs dans le Nord? En fait, on viserait 3 terminaux d'arrimage pour justifier la chaîne d'approvisionnement. Donc, on veut justifier un bateau et une usine de liquéfaction à petite échelle qui va desservir par des sites maritimes au moins 3 sites d'arrimage. Et puis par la suite, on va ajouter d'autres sites d'arrimage, possiblement d'autres bateaux, et puis une expansion de l'usine de liquéfaction. Mais au départ, on voudrait un appui gouvernemental pour les 4 à 6 années où on va convertir la demande du diesel vers le GNL et la demande du mazout lourd vers le GNL. Alors, lorsqu'on parle de 30 locomotives à ArcelorMittal qui fonctionnent au diesel aujourd'hui, c'est l'équivalent de la consommation de Raglan en diesel. Et puis, pour convertir ça, on ne convertira pas toutes les 30 locomotives d'un seul coup. Ça va être un projet pilote qui sera multiplié par 10, qui sera multiplié par 3. Dans cette période-là, il y aura une surcapacité de la micro-GNL livrée à Port-Cartier jusqu'à ce que le plein régime de la conversion soit atteint. Alors, sur les 4 à 6 années où il va y avoir une transition, pour nous aider à appuyer la surcapacité initiale, c'est là qu'on demande un appui, comme ça a été le cas en Norvège, comme ça a été le cas en Finlande, comme ça a été le cas ailleurs. Dans le cadre de l'efficacité énergétique, on voit aussi que le support du gouvernement envers les différents projets d'efficacité énergétique est souvent ce qui permet de déclencher les investissements, y compris pour les grosses entreprises. Donc ce qu'on demande effectivement, c'est une prolongation de ces supports gouvernementaux pour les projets d'efficacité énergétique, à une échelle qui est compatible aussi avec l'échelle du GNL. Aujourd'hui, le programme est limité à 5 millions de dollars par projet. Dans le cadre du GNL, on parle de transformations qui peuvent coûter entre 30 et 50 millions de dollars assez facilement pour une minière, vu la quantité en fait d'équipements qui sont à transformer. Merci.